bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire un peu panorama international. Donc, c'est notre premier événement de cette Silver Week. Donc, comme vous avez pu le voir, on a une semaine bien chargée en événements. Donc, on espère que vous allez pouvoir participer à la suite. Et donc, pour commencer, merci à vous de participer et merci aux intervenants de venir prendre du temps pour partager votre expérience avec la communauté de Silver Valley. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte de ce webinaire, donc comme on le sait quasiment tous, la part des 65 ans, elle est en train d'augmenter et d'ici 2040, on s'attend à ce qu'elle représente 20% de la population des pays européens, ce qui est énorme et ça entraîne beaucoup, beaucoup d'enjeux autour des seniors et des aidants. Donc, des enjeux comme promouvoir un vieillissement qui soit sain et actif, améliorer bien sûr la résilience des systèmes de santé et de soins, ainsi que les performances du marché du travail, et bien sûr moderniser la protection sociale. Donc, ces enjeux et ce développement de la silver economy, ça incite bien sûr des entreprises et des entrepreneurs à développer leurs solutions et leurs services innovants à destination des seniors et des aidants au-delà de la France et à vraiment s'exporter. Et donc, c'est pour ça qu'on a le plaisir aujourd'hui de vous proposer un webinaire autour de ce développement international, donc avec un petit focus sur l'Europe aujourd'hui. Et l'idée, c'est de vous donner des données et des clés pour pouvoir préparer votre développement à l'international. Donc, rapidement, dans un premier temps, vous allez avoir certains acteurs qui vont vous faire un petit état des lieux de la silver economy dans leur pays, ainsi que les opportunités d'accompagnement qui sont présentes. Hop, je mets juste la slide. Donc, on va avoir Raquel San Sebastian de Adamberry qui vient d'Espagne, Julie Le Bouleux d'International Trade UK qui va présenter, et Dirk Schwinvink, excusez-moi si je charcute votre nom de famille, de The Birdhouse en Belgique. Et dans un second temps, on a Isabelle Potier et Frédéric de la CCI Île-de-France qui vont nous présenter les différentes aides et les différentes opportunités pour accéder et se développer en Europe. Et à la fin, bien sûr, on aura un petit moment où vous allez pouvoir poser vos questions, partager vos expériences avec les intervenants. Donc, on va commencer tout de suite avec Raquel d'Adamberry. Donc, je vous laisse partager votre présentation si vous le voulez et Ravir va bien sûr nous faire la traduction. Voilà, merci beaucoup. Donc finalement, d'abord, merci pour cette invitation. C'est très intéressant de partager différentes perspectives par rapport à la question de silver economy au niveau européen. Déjà, je vais faire la présentation pour Adamberry, mais d'abord, j'ai envie de présenter mes collègues. Raquel San Sebastian, c'est la directrice de la fondation Adamberry, voilà. Et aussi Idoia Sanz, qui c'est la responsable de Silver Economy dans la fondation. Et moi, je suis un collaborateur qui pris en charge surtout la question de l'évaluation de l'impact. Et effectivement, on travaille avec Idoia sur l'évaluation de l'impact des projets de Silver Economy au niveau d'Euskadi. Donc voilà, donc je vais partager un peu une petite présentation et après on peut effectivement discuter plein de choses. Voilà. Merci pour votre invitation. Merci. Très bien. Je ne sais pas si c'est clair, le PowerPoint, ça voit bien. N'hésitez pas à le mettre en plein écran. Comme ça? Voilà, parfait, merci. OK, très bien. Bon, voilà, donc on va raconter un peu les stratégies de Adamberry et aussi des Pays Basques. Deux, trois notes par rapport au Pays Basque, c'est effectivement le Euskadi, qu'on appelle Euskadi, ça veut dire Pays Basque en la langue locale, que c'est l'Euskera. Et donc, le Pays Basque, c'est une communauté de l'Espagne et qui a plein de... Bon, voilà, comme on a commencé à dire, effectivement, on a un problème de vieillissement de la population. Et donc, voilà, donc on va commenter un peu les stratégies. Si, normalement, on va donner un peu de contexte. On va développer la stratégie Adamberry. On va développer la stratégie de Silver Economy et aussi certaines lignes d'action pour booster la Silver Economy au niveau local. OK? Voilà, donc un peu de contexte. Euskadi, le Pays Basque, c'est une des régions les plus âgées de l'Union européenne. La population de plus de 50 ans
Et vous avez, voilà, on a 35% en 2020. Et peut-être, on fait des calculs, mais les 46% de la population est 21 d'ici à 10 ans. Donc voilà, on a vraiment un problème, effectivement, de vieillissement de la population. Et aussi, au niveau de la population en situation de dépendance, des handicaps, effectivement, on atteint une tasse de croissance de 24%. Donc, effectivement, c'est un problème pas mal pour nous d'attendre ce type de population et attendre effectivement qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Donc, pour ça, on a développé toute une stratégie dans le contexte. Voilà. Les stratégies territoriales d'Adinberry, c'est une stratégie de politique publique. Hein. Ce n'est pas une stratégie d'une fondation de la société civile, c'est une fondation créée pour le gouvernement, justement pour lancer une stratégie de long terme par rapport à la situation de la population, la transition démographique qu'on appelle. Non? Voilà, donc la stratégie consiste en 3 axes très, très marqués. Le premier, c'est la création d'une fondation pour gérer les stratégies. La Fondation développe effectivement la coopération territoriale transfrontalière, surtout liée à la création et booster d'écosystèmes sociosanitaires et aussi de silver economy. Booster un agenda stratégique d'innovation, donc identifier des opportunités d'innovation et aussi des opportunités de marché. Par exemple, les stratégies de silver economy que je vais développer plus tard, c'est effectivement, appartient à cette stratégie d'innovation. Et aussi de financer des projets innovants. Donc, on fait effectivement toutes les années des appels de projets pour booster la silver economy et pour booster un peu l'innovation sociale liée à la question des socio-sanitaires. Donc, voilà, la création de la fondation, c'est un premier axe de la stratégie Adinberry. La deuxième, c'est développer un technopôle de recherche appliquée qui s'est lié à un Living Lab pour tester des prototypes, des innovations en thèmes réels et en des contextes réels. Et aussi le lancement d'un centre de référence qu'on appelle Pasaia. Pasaia, c'est une ville à Guipuscoa, de Pays Basque. Donc le centre, c'est un centre intégré pour 120 places de personnes âgées, 25 logements supervisés et un centre de jour. Donc, l'idée, c'est transformer ce centre en centre de référence européen par rapport à l'idée de tester de nouvelles technologies, de tester de nouveaux modèles d'attention, de soins. Donc, on envisage effectivement transformer ce centre en centre de référence européen. Malheureusement, par rapport à la COVID, qu'on connaît tout le monde, et on a dû lancer le centre en 2024. On a été un peu en retard, justement, par rapport à la question de la COVID. Donc, ça, c'est un peu la logique générale de la stratégie au niveau Donc, comment on travaille surtout au niveau des Pays Basques, en Espagne, mais aussi le focus, c'est ce qu'on appelle la Diputación Foral de Guipúzcoa, c'est le Conseil régional de Guipúzcoa, c'est une province du Pays Basque. Et comme vous voyez, Adinberry, il travaille dans 2 axes différents. Le social, qui est très lié au département des politiques sociales, donc c'est booster l'innovation sociale, booster de créer de nouveaux modèles d'attention socio-sanitaire et aussi lié à la question du bien-être des personnes. C'est ça, c'est le but final, non? Et de l'autre côté, Adinberry travaille très fortement avec le département de promotion économique, qui est lié à la création de nouveaux projets d'innovation technologique, effectivement développer la silver economy et la compétitivité territoriale. Donc, comme vous voyez, Adinberry, c'est une fondation qui est créée pour le secteur public pour relier la politique sociale et la promotion économique. Donc, ça, c'est un peu l'axe intéressant d'Adinberry par rapport à des autres départements ou des autres stratégies de silver economy. Donc, la vision générale d'Adinberry, c'est effectivement maximiser les potentiels d'innovation de Guipuscoa au service de vieillissement en bonne santé.
et aussi améliorer la qualité de vie des personnes âgées et booster la compétitivité territoriale. Donc, pour ça, la population cible d'Adinberry, c'est des personnes qui ont plus de 55 années. Voilà, comment on voit un peu la proposition de valeur d'Adinberry? Bon, voilà, en premier temps, l'idée, c'est d'apporter une vision stratégique, parce qu'effectivement, la transition démographique implique besoin d'une vision stratégique. Donc, ça veut dire intégration des connaissances spécialisées, développer des analyses de futur, prospectives, anticipation. Et aussi, on compte avec des comités d'experts et des conseils consultatifs pour développer toute une action de recommandation des politiques publiques. D'autre côté, renforcer les capacités de l'écosystème. Donc, l'idée, c'est de créer des écosystèmes, de créer des alliances locales, nationales et internationales, de créer des services de dynamisation d'écosystèmes, et mise en place des groupes de travail pour développer des mises en œuvre de la stratégie, et aussi pour créer des écosystèmes locaux, qu'on appelle le écosystème local de soins et d'attention, pour connecter la question de santé et aussi à la question sociale et la question économique. Dans ces cadres-là aussi, une action de proposition de valeur de Adinberry, c'est de stimuler l'innovation et le transfert des connaissances. Donc, qu'on appelle Adinberry accélérateur. Et ça veut dire qu'on développe un réseau local et aussi international pour faire des tests, évaluation des prototypes dans le Living Labs, dans le cadre de Living Labs, et des programmes d'ateliers, de réunions pour le transfert des connaissances entre différents acteurs, universités, entreprises, troisième secteur, et aussi dans l'administration publique. Donc, il y a toute une démarche pour la création des valeurs par rapport à la coopération, par rapport à ce qu'on appelle la gouvernance collaborative, et aussi de créer effectivement des actions de dynamisation de l'écosystème. À la fin, on a le résultat attendu d'Adinberry, c'est la création de services pour développer l'activité commerciale d'un côté, la stratégie de scalabilité. Je ne sais pas si en français c'est clair, scalabilité. C'est bien de l'anglais, non? De scalabilité. Donc, voilà, c'est effectivement changer l'échelle de l'impact des innovations au niveau aussi de développer des marchés. Et donc, aussi, on est en train de créer un label Adinberry qui c'est une espèce de certification d'innovation, de manière qu'on peut effectivement, à partir de tester des projets des innovations au niveau local et au niveau réel, voir effectivement comment certaines innovations peuvent développer qu'on appelle un peu la transition pour atteindre bien les objectifs de la stratégie. Non? Donc, une vision générale de l'écosystème d'Adinberry. Voilà, vous voyez, il y a une alliance très forte avec le secteur tertiaire, donc les ONG, fondations, etc. Et aussi les agents de Research and Development, comme Biodonostia, Deustotech, etc., qui sont des entreprises et des fondations qui sont liées à la recherche. Et un focus très fort par rapport à l'éducation, la formation. Donc, l'idée, c'est développer des programmes qui sont liés à la Silver Economy et aussi à les écosystèmes de soins. Et on a besoin effectivement de la formation, de la masse critique pour ça. Donc, effectivement, il a un axe très fort de connexion, de création d'écosystèmes au niveau socio-sanitaire et l'intégration de les entreprises et des associations entrepreneuriales dans les stratégies. Bien sûr, comme c'est une stratégie publique, on a une connexion très forte avec tout ce qui est les collectivités locales et aussi régionales pour faire développer des politiques sociales, des politiques économiques liées à la Silver Economy. Donc, pour donner quelques données, un peu donner une idée qu'est-ce que ça veut dire la Silver Economy en Guipuscoa, dans la province de Guipuscoa. Une contribution au PIB, c'est de 100%, et aussi une contribution à l'emploi, que c'est pas mal, presque de 9%. Donc voilà, la Silver Economy en Guipuscoa, c'est très fort comme secteur. Et donc, mais de cette façon, c'est un secteur un peu désarticulé. C'est pour ça qu'on parle de création d'écosystèmes.
Donc, pour développer la Silver Economy au niveau local, on a développé un programme de travail lié à 3 stratégies concrètes. La première, c'est d'élaborer de manière collaborative avec la participation de différents acteurs, donc qu'on appelle la gouvernance collaborative. Donc, on a mis en place tout un système de travail collaboratif pour développer les stratégies. Et aussi, les stratégies, c'est lié à la Smart Specialization. Nous avons déjà une Regional and Innovation Smart Specialization qui c'est lié à la nouvelle technologie. Donc, on a fait rentrer la stratégie de Silver Economy dans le RIS. Et aussi, un objectif très fort de la Silver Economy pour nous, c'est booster l'économie et la compétitivité au niveau local. Comment on a développé les stratégies? Bon, on a 4 phases de travail. La première phase, c'est l'identification des axes moteurs, je vais parler tout de suite, la définition d'un cadre stratégique, la conception d'un plan d'action et le lancement des services, l'accompagnement pour booster la Silver Economy. Donc, au niveau des axes moteurs, on a 5 axes concrets qui sont développer l'intelligence des marchés et la veille compétitive. Donc, c'est lié à générer des connaissances quantitatives et qualitatives autour de la Silver Economy pour identifier des opportunités d'innovation et aussi de nouveaux marchés. Donc, ça, c'est un but important pour les stratégies. La deuxième question, c'est la sensibilisation de l'offre et la demande pour faire la connexion entre l'offre technologique et aussi la demande. Donc, il y a toute une stratégie liée à la connexion entre l'offre et la demande et aussi développer toutes les stratégies qui sont liées à la question de créer des écosystèmes, donc qu'on appelle Adinberry Network. C'est développer la communauté digitale et présentielle à partir de certaines activités de connexion, de collaboration de différents types des acteurs pour l'apprentissage en commun et aussi pour le transfert. Il y a une idée dans la stratégie que c'est clair, c'est un guichet unique pour faire rentrer toute la Silver Economy dans une même plateforme qui connecte les citoyennes, qui connecte les entreprises, qui connecte les besoins. Et donc, c'est effectivement la question de lier l'offre et la demande dans un même système digital. Et aussi, bien sûr, l'innovation. L'innovation, c'est clair de la stratégie, donc développer un pôle économique autour de la Silver Economy, ça c'est l'idée, même comme vous avez parlé déjà dans un espace de connexion et un écosystème, la création d'un observatoire de veille qui est lié à l'analyse permanente de qu'est-ce qui se passe au niveau de la Silver Economy, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'innovation, qu'est-ce qui se passe par rapport à la question de l'offre et la demande, des technologies et aussi des soins et d'attention. Donc, pour ça, il y a une innovation hub en tech, qui est un Living Lab, qui travaille surtout pour tester des innovations et pour tester des prototypes. Donc, c'est un fort axe lié à l'expérimentation. Donc, ça, c'est la première phase. On a déjà fait tout ça. On a déjà toute l'identification des axes moteurs. Donc, la deuxième phase, a consisté en identifier les niches d'innovation. Donc, on a en première niche d'innovation qui est liée aux services sociosanitaires et des modèles de soins. Donc, surtout focaliser sur la télémédecine, la téléassistance et la stimulation cognitive. Comment on peut utiliser la technologie pour tout ça. Et aussi, la deuxième niche de travail, c'est l'adaptation des logements et des aides techniques. Donc, c'est toujours la question liée à la domotique, pardon. C'est lié à adapter tous les logements par rapport à des personnes âgées, aussi des handicapés. Donc, un axe très fort aussi, une niche de croissance importante pour l'économie, c'est le tourisme senior. Donc, Pays Basque, il reçoit beaucoup de gens de tourisme qui sont effectivement des personnes âgées. Donc, on va développer toutes les stratégies de tourisme par rapport à ça. Et aussi créer, lié à cette idée d'une ville plus accueillante
Et donc, on parle d'environnement conviviaux pour les personnes âgées au niveau de travailler sur la question urbaine. Surtout, ça, c'est un sujet aussi qui sort de l'analyse d'identification des axes moteurs et aussi de la stratégie. Au niveau transversal, j'ai envie de dire que c'est toute la technologie. Tout type de technologie qu'on appelle la technologie habilitante. L'intelligence artificielle, l'IoT, l'intelligence, la domotique, la robotique, etc. Donc ça, c'est transversal à toutes les stratégies. Et de l'autre côté aussi, c'est la formation des ressources humaines. Donc on a besoin effectivement de connecter mieux, pas seulement la technologie, sinon aussi la formation par rapport à atteindre la question de comment on peut développer la silver economy au niveau de la connaissance et des ressources humaines. Et c'est aussi transversal ça. Donc on a toute cette vision sur les axes qu'on va travailler dans la silver economy. Et la phase 3, on suis en train de développer en ce moment, qui est préciser un plan d'action pour chaque niche prioritaire, analyser leur chaîne de valeur et relier l'offre et la demande dans chaque niche. Donc voilà, on travaille surtout sur ça pour finir, pour passer à la phase 4 des plans d'action de la Silver Economy. Donc, pour finir presque, certaines lignes d'action liées à comment on travaille sur la Silver Economy. Déjà, je viens de parler sur comment on crée une stratégie, un agenda stratégique d'innovation que je viens de raconter. Et aussi, on finance des projets innovants. Donc, et aussi, on développe la coopération territoriale transfrontalière. Donc, au niveau des projets européens, pardon, des projets innovants, on met 1 million d'euros par an en projet pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, l'excellence et la durabilité des systèmes socio-sanitaires, la croissance économique et compétitive de l'industrie. Donc, on soutient vraiment des entreprises et des organisations pour développer la technologie connectée, l'offre et la demande, à partir d'un système d'innovation qui est surtout expérimental. Donc on met beaucoup d'efforts sur la question expérimentale pour tester des prototypes, tester des technologies et voir comment, effectivement, se développe toute l'introduction de l'économie dans la silver economy. Donc, pour ça, on identification, concevoir et développer des solutions innovantes en matière de technologie, des soins, d'organisation, différentes formes de processus, de produits, de services et des modèles commerciaux dans le domaine qu'on vient de rappeler, qui sont dans le domaine de la technologie. Donc, on fait ça effectivement, c'est pas mal parce que c'est beaucoup de projets qui ont vraiment un axe d'accès aux ressources pour tester des nouvelles technologies. Par exemple, il y a quelques exemples que je ne vais pas parler de tout ça, mais par exemple, le projet ScienTech, c'est effectivement des objets connectés, c'est lié à la surveillance des personnes âgées au domicile. Au projet Adimui, c'est lié à la plateforme numérique de prévention, de téléréhabilitation, etc. Donc, il y a plein de projets qui sont liés à comment on peut mettre la technologie, différents dispositifs technologiques pour atteindre le secteur, surtout à domicile. Voilà, c'est un axe très fort parce que on croit vraiment qu'on doit booster toute la technologie et l'innovation pour tenir les gens dans son domicile. Et aussi, pour finir, Adinberry participe et lidère certains axes de travail des projets NESCARE, qui est la création de l'Europole d'innovation de longévité, qui connecte la relation d'Euskadi, la région de Navarre et la Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet qui envisage de développer une passerelle transfrontalière de Silver Economy, mais à partir de développer ce qu'on appelle le pôle innovation sur la longévité. Pardon. Donc, c'est des pôles d'innovation qui créent un petit écosystème pour tester des expériences pilotes qui permet
tester des innovations sociales et aussi technologiques. Donc, mais aussi, l'idée, c'est de développer toute une passerelle transfrontalière de Silver Economy. Pour nous, c'est très important de créer pas seulement des écosystèmes locaux, sinon de partager tout l'apprentissage entre les différents types de régions et différents types de problématiques comme la Nouvelle-Aquitaine et aussi la Navarre. Donc, ces projets, ça a commencé à se développer en 2021. Il y a 3 ans de plage pour travailler en différents domaines, surtout la Silver Economy. Donc, voilà, je vais un peu vite parce que je sais qu'on a 15 minutes. Mais bon, voilà, donc à Dimery, si c'est très intéressé de créer, de partager des connaissances, des bonnes pratiques, et donc pour nous contacter, et voilà, il a des contacts, on a un site web, etc. Voilà. Eskerrik-asko, ça veut dire merci en euskera. Merci beaucoup. Merci à vous, Javier, pour cette présentation d'Adinberry très utile. On va remonter un petit peu plus dans le nord de l'Europe avec Julie. Donc, si vous voulez bien prendre la parole et puis partager votre écran, s'il vous plaît. Oui. Je vais vous partager ça de suite. Je ferai juste signe lorsque ce sera visible à l'écran. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent ou des remarques au fur et à mesure, le chat est fait pour ça. On prendra bien sûr un moment à la fin, mais n'hésitez pas à utiliser le chat. Et Julie, on peut voir votre présentation. Ok, alors, juste, c'est moi qui ne la vois plus. Chouette, voilà, ça y est. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Silver Valley pour l'initiative qui est la Silver Week, également pour l'invitation. Et puis, merci de me donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui du marché des seniors au Royaume-Uni. Alors, juste peut-être pour préciser, dans le cas où le franglais viendrait s'immiscer dans ma présentation, quand on parle de Silver Economy en France, on fait référence au Aging Society ou Healthy Aging côté britannique. Alors, pour commencer, vous donner peut-être un petit peu de contexte et des chiffres clés. Le Royaume-Uni compte près de 12 millions de personnes de plus de 55 ans sur une population de 66,7 millions de personnes. Aujourd'hui, une fille qui est née au Royaume-Uni a une chance sur 3 de vivre jusqu'à 100 ans et la chance de vivre jusqu'à 100 ans va doubler dans les 50 prochaines années. Le Royaume-Uni dépense aussi près de 50 milliards de livres sterling par an pour les soins de longue durée. Un tiers des soins de santé de longue durée et plus de la moitié des soins sociaux de longue durée sont financés par l'assurance ou les particuliers. Vous avez sûrement entendu parler de la décennie pour le vieillissement en bonne santé sur le temps 2021-2030 qui a été lancé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une opportunité de rassembler les gouvernements, la société civile, les agences internationales, les professionnels, les universités, les médias et le secteur privé pour 10 ans d'action concertée, catalytique et collaborative pour améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et des communautés dans lesquelles elles vivent. Le Royaume-Uni est déjà engagé dans cette dynamique puisqu'en 2017, le gouvernement a publié sa stratégie industrielle en mettant en avant 4 grands challenges, dont l'un d'eux est le bien vieillir ou le healthy aging. La mission, c'est de veiller à ce que les gens puissent profiter d'au moins 5 années de vie supplémentaires en bonne santé et indépendante d'ici 2035, tout en réduisant l'écart entre l'expérience des plus riches et des plus pauvres. Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre afin de stimuler l'innovation et les collaborations. Plus récemment, le Royaume-Uni a communiqué au sujet de 2 stratégies principales pour relever le défi du vieillissement en bonne santé. Le premier, c'est le lancement du NHS Long Term Plan. Donc, la NHS, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le système de santé britannique. Donc, ça a été lancé en 2019 lors du 70e anniversaire de la NHS. Ça a été développé spécifiquement pour soutenir les personnes à mesure qu'elles vieillissent. Et il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est maximiser l'utilisation de la technologie, y compris les appareils portables, pour aider les personnes souffrant d'affections de longue durée à les gérer et à rester indépendantes plus longtemps. Le deuxième objectif, c'est de valoriser la parole de la population en leur donnant les moyens de prendre les décisions sur leurs soins, en particulier vers la fin de vie. Troisième objectif, défendre une approche multidisciplinaire avec des professionnels de la santé travaillant ensemble pour fournir des soins holistiques et intégrés.
Construire aussi des équipes d'intervention communautaire plus rapides, en soutenant les personnes qui ont des problèmes de santé avant qu'elles n'aient besoin de se faire soigner à l'hôpital. Soutenir ceux qui prennent soin des membres plus âgés de la famille. C'est vrai que souvent les aidants sont un peu mis à l'écart et là vraiment on essaye d'avoir une approche multidisciplinaire et d'intégrer tous les acteurs. Et enfin, dernier objectif, veiller à ce qu'il y ait plus de soutien de NHS dans les établissements de soins. La deuxième stratégie qui a été lancée très récemment au mois de juillet cette année, c'est le Life Sciences Vision. Donc, c'est le Bureau des sciences de la vie qui a lancé ce plan d'action, dont le vieillissement est l'un des axes majeurs. En particulier, le but, c'est de faire progresser la recherche sur le processus de vieillissement, non seulement sur les conditions associées au vieillissement, mais également sur l'exploration des mécanismes réels qui sous-tendent le déclin des organes avec l'âge. Les chercheurs auront la possibilité d'étudier les schémas sous-jacents communs aux maladies chroniques typiques des personnes âgées, ce qui pourrait aider à comprendre la maladie et à identifier les personnes à risque. Enfin, dernier point, la recherche permettra, dans le cadre de ce plan d'action, c'est d'explorer les mécanismes supposés être impliqués dans le processus de vieillissement, notamment l'inflammation chronique, la régénération des cellules souches ou encore les facteurs nutritionnels. Parlons un petit peu maintenant de l'environnement industriel de la Silver Economy. Alors là, vous avez un aperçu des acteurs engagés dans les actions du bien vieillir, des institutionnels, mais également des acteurs privés comme le NICA ou l'ILC. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc là, il s'agit d'un environnement dynamique qui est interconnecté avec une forte implication du gouvernement, notamment au travers d'incitations financières. Le gouvernement britannique s'est engagé à augmenter de 4,7 milliards de livres sterling la recherche et le développement au cours des 4 prochaines années pour relever les grands défis, notamment la société vieillissante. Il y a un fonds d'encouragement à la stratégie industrielle qui a aussi été mis en place avec une enveloppe de 98 millions de livres sterling pour un vieillissement en bonne santé et qui vise à stimuler des innovations bien conçues pour soutenir le healthy aging. On compte à peu près 100 instituts et réseaux de recherche qui travaillent sur le vieillissement. À titre d'exemple, le UK Dementia Research Institute du University College of London. Également, au moins 5 incubateurs spécialisés dans le vieillissement. Ici, je n'en cite que 3. À titre d'exemple, l'accélérateur H-Tech, le Advanced Wellbeing Research Center, donc qui est le centre de recherche avancée pour le bien-être au sein de l'université de Sheffield Hallam. Et le troisième que j'ai oublié de marquer, mais qui est le Cell and Gene Therapy Catapult, qui est une initiative gouvernementale qui regroupe industriels, chercheurs et également le gouvernement. En 2017, le gouvernement a investi 40 millions de livres sterling conjointement avec l'Université de Newcastle pour construire un nouveau centre national d'innovation pour le vieillissement, le NICA, afin de développer des innovations pour soutenir le vieillissement en bonne santé. On a également 2 villages expérimentaux, South Siam Garden, au nord-est de l'Angleterre, qui a été officiellement lancé en juillet 2020, avec 1500 logements. Là, l'objectif, c'est d'avoir 750 logements qui sont abordables pour la population et 750 autres logements qui seront proposés par le secteur privé. Il y a le village aussi Harmonia, à Douvres, avec 6 maisons qui comptent 5 chambres chacune, dans l'esprit un petit peu des résidences autonomes. Et le groupe BRE qui développe ce qu'on appelle un Dementia Friendly Home dans la région de Liverpool, dont le but est de penser le bâtiment en amont et l'adapter aux besoins des résidents. Également, il y a des nouveaux fonds qui sont axés sur le vieillissement en bonne santé, qui sont proposés par Innovate UK, qui est l'agence gouvernementale de recherche et d'innovation, Forgene, Future Care Capital. Ça, si vous avez des questions, on pourra évidemment regarder ça ensemble et je pourrais vous communiquer plus d'informations. Et puis aussi, il y a des stratégies industrielles qui sont lancées à des niveaux plus locaux, type le Greater Manchester's Aging Hub. Et ça, pareil, on pourra en parler plus longuement si vous le souhaitez. Et puis pour information, le Royaume-Uni dispose d'une solide base de recherche avec quand même plus de produits médicaux en développement que tout autre pays d'Europe. Ça génère un chiffre d'affaires de 74 milliards de livres sterling et des exportations estimées à environ 30 milliards de livres sterling. Alors évidemment, je suis là pour vous parler de la Grande-Bretagne, territoire que nous qualifions comme territoire d'opportunité. Aujourd'hui, on a identifié 8 sous-secteurs d'intérêt, donc là où il y a beaucoup de potentiel pour les innovations pour trouver leur place en Grande-Bretagne.
La prévention et le diagnostic, on a 11 centres académiques qui sont financés et répartis sur le territoire, spécialisés sur la médecine translationnelle et la génération de preuves pour les medtech, 5 centres sur la recherche des données de santé. On a également les thérapies avancées. On compte 26 sites de fabrication sur le territoire britannique. Et au cœur de ces 26 sites de fabrication, la NHS travaille en étroite collaboration avec les industriels et les chercheurs afin de développer les traitements de demain. La réadaptation, rééducation et les medtech, là, on a une infrastructure qui est dédiée à la recherche, au développement et à l'évaluation des medtech, avec un soutien tout au long du parcours d'innovation des produits. Les solutions numériques et technologiques. On a 5 centres d'excellence en pathologie et radiologie digitale, un financement de 37,5 millions de livres sterling et un plan pour un réseau de pôles régionaux d'innovation numérique. La santé mentale et le bien-être, grand sujet d'actualité, surtout après la crise sanitaire qu'on a traversée, quelque chose qui est mis au cœur. Donc, dans ce domaine-là, il y a de fortes opportunités dans le domaine de la lutte contre l'isolement et la solitude chez les personnes âgées. Les soins de la démence également. Il faut savoir que le coût de la démence au Royaume-Uni représente 26,3 milliards de livres sterling. Il y a un pipeline d'innovation du secteur public-privé, comme avec l'université John Moore à Liverpool, qui a un Living Lab qui permet de développer des stratégies de soins de la démence innovantes et rentables pour aider les personnes atteintes de démence à mieux vivre. Les maisons et villages de soins, où là, le secteur des maisons de soins, qu'on pourrait qualifier d'EHPAD, représente environ 15,9 milliards de livres sterling par an au Royaume-Uni. Et enfin, le dernier sous-secteur d'intérêt, les maisons amies des aînés. Donc, compte tenu de la taille et des besoins croissants de la population vieillissante, les produits et services dits de smart home, à l'appui de la vie des personnes âgées, sont vus comme un contributeur clé à la croissance du marché de la maison intelligente au Royaume-Uni. Et puis, si je devais mettre en avant 2 régions très porteuses, je vous parlerai de Newcastle et de Manchester. Donc, Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre, avec notamment le NICA, comme je l'avais précisé avant, le Centre d'innovation nationale au nord-est, où là, les entreprises ont l'opportunité de concevoir, tester et commercialiser les technologies d'assistance intelligente et les solutions de gestion de santé. Et puis aussi Manchester, dans le nord-ouest, où là, il y a un focus sur tout ce qui est diagnostic et intervention précoce pour un vieillissement en bonne santé. C'est l'opportunité dans ce cadre-là de répondre à la demande nationale et internationale croissante d'innovation de diagnostic numérique et moléculaire et de technologies intelligentes et d'assistance pour soutenir l'intervention précoce dans les maladies d'une société vieillissante. Pour information, Manchester est la première ville-région amie du Royaume-Uni qui fait partie du réseau global Age Friendly Cities and Communities de l'OMS au Royaume-Uni. Et enfin, un petit slide promotionnel, si je puis dire. Peut-être la chose par laquelle j'aurais dû débuter ma présentation. Je travaille pour l'ambassade de Grande-Bretagne en France, plus particulièrement les services commerciaux, qu'on appelle le Department for International Trade, ou le DIT. J'accompagne les entreprises britanniques qui sont désireuses d'exporter en France, mais aussi les entreprises françaises qui souhaitent s'implanter ou collaborer sur le territoire britannique. Donc ici, vous avez un aperçu du type de service que nous pouvons proposer. À savoir que ces services sont gratuits, confidentiels et sur mesure. Bien entendu, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, que ce soit lors du Q&A à la suite des différentes présentations ou par la suite. Donc, je vous laisse également mes coordonnées si vous souhaitez prendre contact. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Julie. Et en effet, hein, si vous avez besoin des coordonnées des intervenants, n'hésitez pas à leur demander dans le chat ou vous pouvez revenir vers moi, on vous les partagera ainsi que les slides avec plaisir. Et pour terminer ce petit tour des pays, on va écouter Dirk qui va nous présenter un petit peu la Silver Economy en Belgique, notamment à travers son incubateur de Birdhouse. Merci Maëve. Je vais d'abord essayer de partager la présentation. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Alors non, on ne la voit pas. Alors n'hésitez pas à cliquer sur partager du contenu, fenêtre, et puis si vous l'avez déjà ouverte, vous devrez pouvoir la trouver dans la liste. Voilà. C'est mieux maintenant? Oui, tout à fait.
Donc, vous pouvez la mettre en plein écran et puis c'est à vous. Voilà. OK? Eh bien, on y va. Eh bien, j'ai essayé de structurer mon intervention de cet après-midi autour d'une question concrète. Et la question est la suivante. La Belgique, est-ce que la Belgique est un pays privilégié pour les entreprises ou startups dans le domaine du vieillissement et dans la longévité? Mais d'abord, parlons peut-être voilà, de la taille du silver economy en Belgique, pour situer un peu la Belgique parmi les autres pays de l'Europe. Si on compare la Belgique, par exemple, avec les chiffres globaux, on parle d'une économie qui représente 23% du BIP en Belgique, qui correspond à peu près avec la même relation avec le reste du monde, mais qui reste quand même, à première vue, il n'y a rien de spectaculaire. La Belgique score moyennement vis-à-vis les États-Unis, par exemple, ou la globalité en Europe. Mais au second regard, la situation est quand même nuancée. Prenons par exemple le AAI, le Active Aging Index, qui est la mesure du potentiel inexploité des personnes âgées. On voit qu'il y a un lien, la Belgique fait le lien entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Et certainement, il faut savoir que la Belgique a plusieurs cultures, plusieurs régions, même plusieurs langues. Je suis désolée, je me permets juste, on ne voit pas quand vous changez de slide. On est toujours sur la première slide. Oh là 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 là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les autres slides sur le côté. Vous pouvez voir maintenant le deuxième slide et le troisième? Non, on voit toujours votre PowerPoint. Ah, voilà, parfait. On voit maintenant. Voilà, je suis ici, je vais essayer d'agrandir maintenant. Voilà. Vous voyez tout maintenant? Non, on ne voit pas quand vous agrandissez. Donc, restez, revenez en arrière. Okay. Et puis, ou sinon, essayez de passer en panorama. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir les slides, mais pas le tout grand écran, si j'ai bien compris. Voilà, mais vous pouvez, on voit quand vous passez. Donc, ouais. Donc j'étais en train d'expliquer qu'au niveau que la Belgique forme un lien entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, certainement parce que la Belgique compte plusieurs régions, surtout une région du nord et une région du sud, et les régions du nord appartiennent plutôt au nord de l'Europe et la partie sud au sud de l'Europe. Ça donne en même temps une tension, mais aussi un dynamisme pour faire quelque chose au problème du vieillissement. Certainement, vous voyez le slide suivant maintenant? Certainement, oui. Quand on voit qu'il y a quand même ce qu'on appelle en anglais un sense of urgency, un sentiment de croissance d'urgence, parce que le ratio entre la dette publique et le BIP est de plus que 120%. Et ces chiffres datent avant la pandémie. Donc, je crois que l'année prochaine, ce chiffre va encore être élevé, donc encore plus important qu'en France. Donc, il y a vraiment un sentiment de croissance qu'il faut changer quelque chose. Et la dette publique, eh bien, un tiers de la dette publique vient des coûts de pension, de santé qui vont ensemble avec le vieillissement. Donc, il y a une pression de faire quelque chose. En même temps, il y a aussi un sentiment croissant d'opportuniste à innover parce que les 60+, c'est vraiment un groupe cible aisé. Ce sont en même temps des épargnants, les Belges sont épargneux beaucoup, mais en même temps aussi des consommateurs. Par exemple, les plus de 60 ans dépensent en moyenne près de 4 000 de plus que les plus de 50 ans et même 7 000 € de plus que les plus de 40 ans. Et ce n'est pas seulement les dépenses ou la consommation en termes de santé et soins personnels, mais presque parmi tous les secteurs économiques, le cible de 60+ et même de 50+ prend l'avant sur tous les autres cibles. Donc, il y a une vraie opportunité à innover. En même temps, Bruxelles est un des deux capitales de l'Europe.
Et ça donne quand même tous des écosystèmes autour de ce capital, des lobbyistes, mais aussi des écosystèmes industriels, économiques, politiques. Et ça veut dire en même temps que la Belgique est parmi tous les grands corporates un peu vu comme Grand Est. Parce qu'on est un pays qui représente l'Europe. Je crois que tous les Belges se sont un peu européennes. Mais en même temps, avec ces deux régions, deux langues, même presque deux économies, c'est vraiment un grand test. Si un produit réussit en Belgique, on peut presque être sûr que ce produit va aussi réussir ou avoir du succès dans le reste d'Europe. Bon, mais est-ce que la Belgique est aussi un pays pour des entreprises et des stand-up? Eh bien, je crois que oui, parce que si on voit le classement, c'est le classement de l'assureur crédit Euler, Hermès, eh bien, la Belgique se trouve au 6e place mondiale au niveau des pays qui sont favorables aux PME et aussi des startups. Et en même temps, on est un pays avec une forte densité d'universités, de centres de recherche et des établissements de santé, des living labs pour le vieillissement inclus et santé inclus. Ça veut dire, par exemple, un jeune de 18 ans, eh bien, il doit ou elle ne doit pas se déplacer plus que 60 km pour avoir une université top. Et donc, il y a une forte densité d'universités, de research, etc. etc. C'est quand même unique pour un pays en Europe. Et en même temps, la Belgique est un pays doté d'une culture de start-up dans le domaine des soins de santé. Ça a à voir avec plusieurs choses, mais certainement comme Pfizer et Johnson & Johnson qui ont un labo qui produit et qui développe des médicaments, parmi aussi les vaccins pour Corona, pour Covid. Et donc, Pfizer et Johnson, ils créent eux-mêmes des écosystèmes autour de leur corporate et attirent beaucoup de jeunes entrepreneurs et des startups. Et en même temps, je crois que plus que la moitié des startups en Belgique sont actifs dans le secteur de la santé et des soins de santé. Donc, plus que la moitié, ça représente quand même un bon chiffre. Et en même temps, on est quand même, avec nos technologies financières, un pays, on est nommé récemment avec les 2 meilleures apps mondiales au niveau bancaire. C'est un pays qui est très fort digitalisé. Et chaque fois que moi je vais partir en France la semaine prochaine, par exemple, ou dans le UK ou même aux Pays-Bas, je vois quand même que la Belgique est un des pays innovants au niveau de digitalisation bancaire et ça attire des startups dans le domaine du fintech aussi, mais surtout aussi le domaine health et donc santé et soins de santé est très bien développé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets au niveau de santé et au niveau de vieillissement qui sont entrepris, mais il n'y a pas, sont toutes les initiatives un peu saucissonnées. On a des living labs comme Leica Lab qui fait part du réseau du H-Tech Accelerator. On a des centres de recherche, mais pas vraiment un focus global et vraiment un focus très spécifique sur le vieillissement et la longévité. Et donc, si je cite quelques startups, eh bien, vous en connaissez certainement comme Active Health ou Caspar ou Papi Happy, ce sont des noms que vous connaissez certainement en France. Mais comme je viens de dire, la plupart des startups qui sont actives au domaine du vieillissement et de la longévité se retrouvent normalement dans le domaine de la santé et des soins de santé. Et à ce niveau, il y a plusieurs incubateurs et des importants comme IMEC qui représentent tous les startups au niveau de santé comme Cubigo, Byteflights ou LindaCare et qui ont déjà fait un tout grand parcours, mais qui portent plutôt le label santé ou soins de santé que vieillissement. À côté de ça, il y en a certainement qui sont peut-être moins connus, mais qui sont vraiment typiques pour le vieillissement, comme Nobi, Tribu, Obler, Soul Center, Jane ou Nestor, et qui ne sont pas directement actifs dans le domaine de santé et de vieillissement. Et ça, c'est une des raisons qu'avec Birdhouse est un accélérateur qui existe depuis 2017, qu'on a créé ensemble avec notre partenaire, c'est Belfius, c'est le numéro 2 au niveau des services bancaires, donc c'est
la deuxième banque en Belgique, ou la deuxième ou la troisième, ensemble avec sa compagnie d'assurance, et qui est le fondateur de Birdhouse. Mais Birdhouse, c'est une initiative privée supportée par une assureur banque qui est une banque publique, qui est une banque qui fait le financement pour les collectivités locales, mais en même temps est une banque retail, en même temps une banque grand public. Mais cette combinaison est quand même unique et on a monté ensemble ce programme spécifique pour le vieillissement et la longévité pour attirer de l'innovation et des startups dans ce domaine-là. Belfius est un accélérateur, presque un scale-up d'un start-up, parce c'est un jeune qui a commencé en 2017 avec cet accélérateur en tant que start-up. Maintenant, c'est devenu un scale-up et qui a quand même déjà une reconnaissance reconnue. Entre-temps, entre 2017 et aujourd'hui, eh bien, il y a plus de 1000 applications qu'on a eues. Il y a 94 alumni qui sont passés au programme et le fonds, le total funding, est plus que 25 millions. Au niveau on lance le programme en novembre, ça veut dire que cette semaine, il y a la grande compétition entre les startups qui se trouvent dans la longue liste du programme vieillissement et longévité. On a eu 60 applications et je crois que pour la première fois qu'on a fait une appel, c'est un vrai succès, surtout parce qu'un tiers vient de hors Belgique, la France, du UK, même des États-Unis, Allemagne et tout ça. Et donc cette semaine, de ces 60, on va en retenir 20 et finalement 5. Ces 60 sont actifs au niveau de mobilité et transportation, au niveau de smart homes, au niveau de financial well-being, de communauté, mental et cognitive health, et certainement santé et soins de santé. Pour les startups qui écoutent maintenant, eh bien, vous êtes bienvenus. Vous serez supporté pas seulement par un programme de contenu qualitatif, mais aussi avec des mentors et avec des coaches qui viennent de plusieurs domaines. Il y en a qui sont des vrais entrepreneurs, mais aussi il y en a qui viennent des grands corporates comme Coca-Cola ou Deleuze ou La Poste, par exemple. Mais aussi des scale-ups, donc des startups qui sont en même temps des mini-corns, qui sont actifs dans plusieurs pays et qui servent vraiment comme coach, comme mentor des startups qui seront repris dans notre programme du aging et longévité, du vieillissement et longévité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne peux pas rester plus longtemps que ça, mais s'il y a des questions, vous pouvez les poser par mail ou via Maëv. Et donc, j'espère que si vous êtes startup, on peut vous accueillir la prochaine tour qui commence en mars 2021. Et on vous tient au courant du progrès des 5 startups qui seront dans le programme à partir de novembre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dirk. Parfait, donc voilà, on a pu faire un petit focus sur 3 pays différents, l'état de la silver economy, les différentes formes d'accompagnement et comment toucher le marché. Et maintenant, je vais laisser la parole à Isabelle de la Chambre de commerce d'industrie d'Île-de-France et à Frédéric qui vont nous parler un petit peu de comment toucher l'Europe de façon globale et quels sont les différents moyens pour être financés. Merci. Je vais partager mon écran avec vous. Je suis ravie d'être là. En fait, c'est comme le disait Maëv, je vais faire un binôme avec Frédéric Agostino parce que en fait, à la Chambre de commerce et d'industrie, donc à la CCI Paris Île-de-France, on vous accompagne dans le moyen long terme pour mettre en œuvre votre réussite. Parce que comme disait Estée Lauder, je n'ai jamais rêvé du succès, j'ai travaillé pour l'obtenir. Donc moi, en tant que responsable de la filière santé, je travaille toujours en binôme avec l'ensemble de mes collègues et l'international étant à l'ordre du jour aujourd'hui. Je travaille avec plaisir avec Frédéric. L'idée que nous avions aujourd'hui, c'est effectivement que Frédéric vous explique qu'à l'international, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'opportunités. Elles nous ont été gentiment rappelées. Nous, notre accompagnement, c'est aussi
votre stratégie, sa mise en œuvre avec un plan d'action et puis son financement. Donc Frédéric vous l'expliquera plus en détail. Moi, en quelques minutes, je vais effectivement vous présenter un réseau de la Commission européenne qui s'appelle Enterprise Europe Network, donc c'est EEN, et donc c'est un accès à l'Europe et au financement européen. En quelques mots, c'est le plus large réseau pour les PME qui, comme vous, ont des ambitions à l'international. On couvre plus de 60 pays, donc c'est l'Europe élargie. Pour vous connecter au monde entier, donc aux Pays-Bas avec mon collègue sur place ou à d'autres. Comme on travaille depuis longtemps avec Silver Valley, je sais que tous, vous n'êtes pas en région Île-de-France. Donc sachez que comme les CCI, le réseau EEN est proche de vous. Donc n'hésitez pas, hein, ce slide sera dans sa globalité présenté par Maëve et envoyé aux participants. Et vous aurez mes coordonnées en fin de session. Alors, il y a un réseau EEN qui couvre tous les secteurs d'activité, mais on sait bien que vous avez tous des besoins et qui sont secteurs dépendants. Donc, bien évidemment, la Silver Economy est très présente dans notre réseau. Alors, pour être très concret, comment on vous aide à réaliser votre potentiel d'innovation, à vous internationaliser avec ce réseau? C'est d'abord des services en matière de fiscalité, de contrats, les marchés publics, parce qu'on sait bien que dans votre domaine, c'est important de vous mettre en relation avec des acheteurs hospitaliers, avec des directeurs d'EHPAD, de cliniques. On regardera toujours la propriété intellectuelle pour que vous soyez le mieux préparé et le mieux protégé à l'international. Et dans notre secteur d'activité, on ne peut pas faire sans la réglementation, donc on vous accompagne sur ces sujets-là aussi. Donc toujours pour être très concret, les financements européens et la recherche de partenaires. Donc la recherche de partenaires, ce n'est pas forcément pour répondre à un projet européen, ça peut être du bilatéral, mais ma présentation se focalisera sur les financements européens aujourd'hui. Donc comme vous le savez peut-être, les financements européens, c'est deux grandes possibilités. D'une part, des projets qui sont monobénéficiaires, qui s'appellent EIC Accelerator, que vous voyez ici en 4e position. L'idée, c'est vous qui sollicitez l'Europe avec votre propre stratégie à des dates qui sont fixées par l'Europe et pour lequel les subventions vont jusqu'à 2,5 millions d'euros et les demandes en equity jusqu'à 15 millions d'euros. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est très compétitif. Donc, on vous propose de relire avec vous votre proposition pour qu'elle soit la meilleure possible. Et sinon, pour les projets européens collaboratifs, donc l'idée de la Commission européenne, c'est de définir des grands défis, des challenges à résoudre collectivement. Et pour cela, la Commission européenne vous décrit le défi, vous propose d'y répondre avec un consortium qu'elle vous précise et à une date qu'elle vous impose. Donc nous, notre proposition de recherche de partenaires, elle est double, c'est-à-dire soit vous souhaitez répondre à un projet et vous montez un consortium actuellement pour lequel il vous manque des compétences. Donc là, on peut vous aider à les identifier et vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs. On peut aussi, parce que vous ne souhaitez pas coordonner un projet, on peut aussi vous aider à proposer votre expertise à des consortiums en cours de montage. Juste pour vous donner la prochaine échéance en santé, donc la Commission européenne lance son infodé officiel, donc sa réunion d'information sur les appels ouverts l'année prochaine en 2022. Donc ça, ce sera le 28 octobre. Et le 29, avec nos partenaires, les points de contact nationaux, on vous propose une convention d'affaires pour rencontrer de façon individuelle, soit des porteurs de projets, soit vos partenaires demain. Comme vous avez accès au PowerPoint, hein, juste, c'est complémentaire de ce qui vous a été présenté par nos collègues du Pays Basque. Là, c'est un projet européen qui a été financé et qui vous propose de faire connaître votre solution avec des mises en relation avec des donneurs d'ordre. Je vous laisserai regarder. Et puis, vous pouvez consulter notre base de données en vous abonnant avec les mots-clés qui vous intéressent et qui vous semblent les plus pertinents. Donc là, je vous ai donné juste un exemple. Vous avez nos coordonnées avec Frédéric, je laisse désormais, à qui je laisse la parole. Merci. Oui, merci Isabelle. Je vais projeter le PDF.
Hop, un petit instant, désolé. Hop, ça y est. Ça devrait s'afficher. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien la présentation? Pas encore? Alors non, là on Moi, pas va, encore. on voit votre Google Chrome. Alors, je vais essayer. Peut-être n'hésitez pas à arrêter le partage et à le relancer en cliquant Ouais, c'est sur ce que je fenêtre. fais. Donc là, je partage le bureau. Bureau, fenêtre. Partager. Est-ce que là, c'est mieux? Non, toujours pas. Est-ce que vous voulez que je le partage et Oui, je veux puis bien, Maëve. voilà, vous me direz quand passer les slides. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Super. Bah, Merci Maëve. Alors bonjour à tous. En fait, comme l'a expliqué Isabelle, moi je suis conseiller en développement international à la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. Et aujourd'hui, on va vous présenter Team France Export, qu'on va voir un petit peu en détail, qui est un nouveau guichet unique qui a été lancé il y a bientôt 2 ans. Donc Maëve, si on peut passer au deuxième slide. Hop. Bon, moi, je ne le vois pas à l'écran, mais je vous fais confiance, Maëve. Deuxième slide, en fait. Alors, pour vous présenter, Team France Export, c'est un accélérateur de développement à l'international, en fait. C'est un guichet unique qui rassemble aujourd'hui toutes les solutions publiques proposées à la fois par les chambres de commerce, Business France, la BPI, les régions et les services au sens large de l'État. Donc, on a cité parmi ces trois-là la Chambre de commerce, Business France et BPI, qui sont aujourd'hui les trois organismes principaux en termes d'accompagnement à l'international en France. Donc, vous en connaissez peut-être certains, Business France pour des pavillons France, peut-être sur des salons, BPI parce que c'est la banque publique d'investissement et c'est grosso modo eux qui aujourd'hui, en France et en Ile-de-France, poussent un maximum d'opportunités en termes de financement. Alors, Team France Export, en fait, grâce à ses conseillers internationaux, donc à la fois en région et à l'étranger, chaque entreprise en fait, peut bénéficier d'un accompagnement. L'intérêt, c'est de trouver une solution à son problème et un interlocuteur approprié. L'objectif final étant de se développer à l'international. Alors, ça passe par différentes solutions, des événements qu'on organise toute l'année, type webinaire, soit des webinaires sectoriels, par exemple santé, soit des webinaires pays, et souvent, c'est une association des deux. Donc, voilà, tous ces événements à l'étranger, c'est beaucoup de formation à l'export, qui est une de nos activités, donc c'est former des équipes à l'international. Et c'est beaucoup de recherche de partenaires et de prospection commerciale export, qui est le cœur de notre activité. C'est de la structuration de stratégie à l'international. Et c'est aussi le fait d'aller pousser, vous informer et vous accompagner sur tout ce qui est financement et aide. Donc, à l'international, en fait, on a 750 conseillers internationaux aujourd'hui répartis dans plus de 65 pays. Qui sont tous à votre disposition pour vous accompagner en fonction des différentes étapes. Donc, comme vous le voyez sur les chiffres, c'est quand même une grosse force de frappe aujourd'hui qu'on a pour promouvoir le Made in France à l'international. Maëve, si on peut passer au slide suivant. Donc, dans chaque région, vous allez trouver un conseiller international Team France Export qui répondra à vos questions. Et l'intérêt, c'est qu'il soit votre principal interlocuteur, peu importe vos sujets. C'est-à-dire que vous soyez primo-exportateur, que vous ayez un sujet d'info pays, d'études de marché, de priorisation marché, que vous soyez plus avancé et que vous projetiez déjà à l'international, l'intérêt, c'est que vous ayez toujours un interlocuteur qui puisse répondre à vos différents besoins, soit lui directement, soit vous réorienter vers la bonne personne. Mais en tout cas, vous évitez de chercher entre les différents organismes quel est le bon interlocuteur, devoir le contacter, attendre d'avoir un retour. Donc, en fait, c'est pour optimiser toutes ces
toutes ces démarches. L'équipe Team France Export, c'est 35 collaborateurs en Île-de-France. Nous sommes basés à Porte de Champéret. Sur ces 35 collaborateurs, vous allez trouver 16 conseillers internationaux qui sont tous spécialisés sectoriellement. Ensuite, sur le slide suivant, c'est pour vous présenter un petit peu l'équipe en Île-de-France. Donc, en Île-de-France, moi, équipe dont je fais partie, qui est répartie en fait entre les 8 chambres de commerce départementales. Moi, je suis plus particulièrement implanté à la chambre de commerce de Créteil dans le Val-de-Marne. Donc, nous avons tous également une spécialisation sectorielle. Et vous allez trouver également 8 chargés d'affaires internationaux qui sont plutôt répartis, qui travaillent plutôt de chez Business France et qui sont amenés à avoir des accompagnements, alors plutôt sur des grands comptes, souvent pour des entreprises de plus de 50 salariés. Voilà, la cible étant un petit peu différente entre celle de BPI et celle de Business France ou de la Chambre de commerce. Slide suivant, c'est pour qu'on rentre un peu plus dans le détail sur le rôle du conseiller international. Comme je vous l'ai expliqué, le but, c'est d'avoir un interlocuteur unique. Donc, c'est de vous offrir un parcours simple et efficace, à la fois pour vous préparer à l'export, identifier vos besoins et surtout, encore une fois, trouver les bonnes réponses. Sur le slide suivant, c'est encore une fois voilà, pour vous expliquer quels sont les points sur lesquels, un peu plus précisément, on peut intervenir. Donc, le conseiller international va vous conseiller sur votre développement, vous proposer des solutions de préparation, vous proposer un parcours de développement et surtout coordonner la mise en place de ces prestations jusqu'à leur réalisation. En partant de vos besoins, votre conseiller donc, vous propose un appui sur mesure dans la durée qui répond donc à un projet personnalisé. Il vous met donc soit en relation avec nos experts sectoriels. On est présent donc dans plus d'une soixantaine de bureaux à l'étranger et il vous accompagne sur vos montages de dossiers type aide ou subvention. On va rentrer vraiment dans le détail des prestations que l'on pousse dans le slide suivant. Donc, il vous montre la gamme complète de solutions qu'on a aujourd'hui. Alors, on a un catalogue assez vaste de produits. On a quand même ciblé les principaux, parmi lesquels les ateliers d'information. Je ne vais pas le développer, mais voilà, je vous donnerai des liens où vous pourrez retrouver tous nos webinaires. Les produits éditoriaux. Les produits éditoriaux, c'est des guides d'affaires, d'ailleurs, qui sont gratuits en ce moment dans le cadre du plan de relance. Donc, c'est super intéressant. Guide d'affaires pays et sectoriel. Que vous pouvez télécharger en ligne sur le Team France Export. Je vous en parlerai juste après. Donc souvent, moi, quand j'accompagne en fait PME, TPE et grands comptes à l'international, qui ont tous souvent des besoins qui sont quand même similaires. Pour une petite PME, se financer est primordial pour aller à l'export. Pour un grand compte, il cherche à faire des optimisations financières et puis le développement du chiffre d'affaires qui, de toute façon, est un objectif et l'objectif principal pour toute entreprise. Donc, comment on fonctionne? Lors de nos rendez-vous, on échange avec l'entreprise. Souvent, suite à la qualification et l'identification de ses besoins, on propose à l'entreprise de faire un entretien avec un expert sectoriel dans nos bureaux à l'étranger. Alors, l'intérêt, c'est qu'avec cet expert, c'est des entretiens qui sont gratuits. Vous allez aborder toutes les spécificités économiques et culturelles. Ça vous permet de comprendre aussi les attentes de vos acheteurs potentiels. De vérifier que le marché est vraiment le plus adapté à votre profil, connaître les grandes tendances de votre secteur, sur place, quelle est ma concurrence, quels vont être les problèmes de normes, d'homologation. Donc, c'est un rendez-vous en général qui dure 30 minutes et qui permet de répondre à énormément de vos questions. Alors après, on travaille également sur tout ce qui est préparation. Préparation, c'est pour des primo-exportateurs qui vont avoir besoin d'un diagnostic export pour faire un premier panorama des atouts et des difficultés qu'il va rencontrer sur son développement à l'international. Des formations, on en a parlé très rapidement, donc c'est former soit des formations en intra, en entreprise, soit dans nos locaux. Et ça passe également donc, souvent par l'élaboration de plans export. Après, des fois, on peut aller beaucoup plus loin et faire des priorisations marché. Donc là, on va aller beaucoup plus loin avec des indicateurs macro et micro pour sélectionner votre marché.
On aborde souvent tout ce qui est réglementation internationale, qui est primordiale sur beaucoup de secteurs, mais dont la santé. Une de nos grosses activités, c'est les séquences de prospection sur mesure. C'est-à-dire que suite à ces rendez-vous avec nos bureaux à l'étranger, souvent ces bureaux, si vous vous êtes rendu compte que vous aviez un interlocuteur, et c'est souvent le cas de qualité, qui connaissait, par exemple dans le domaine de la santé au Royaume-Uni ou aux États-Unis, les interlocuteurs que vous souhaitez démarcher, parce que ça fait 15 ou 20 ans qu'ils travaillent déjà dans ce domaine, il peut être amené à vous proposer une séquence de prospection. C'est-à-dire que sur la base d'un cahier des charges, vous ciblez quel est le type d'interlocuteur que vous souhaitez rencontrer, et on est en capacité d'impulser des programmes de rendez-vous sur mesure qualifiés à l'étranger, ou alors en ce moment en visio parce que le Covid nous l'impose, et donc qui sont des rendez-vous qualifiés avec les acteurs que vous avez souhaité identifier. Une autre grosse prestation qu'on propose, c'est les pavillons France, donc qui sont impulsés par Business France. Donc vous allez trouver dans tous les pays du monde des pavillons France. L'intérêt, c'est que c'est un collectif d'entreprises qui vous permet une visibilité via la bannière France, un emplacement premium, un stand aménagé, des actions de promotion collective type networking et un tas d'animations. Donc ça, c'est souvent quelque chose auquel les entreprises ont souvent recours, parce que pour se développer à l'international, il n'y a pas 45 possibilités, il faut se déplacer, et c'est soit par des salons, soit par de la prospection dans le dur, ou bien en sous-traitant, comme nous on vous le propose, de passer par nos bureaux pour vous impulser ces programmes de rendez-vous. Alors il y a aussi des rencontres B2B qui là sont plutôt des événements collectifs, de rendez-vous individuels. Donc, on va accompagner là, par exemple, une vingtaine d'entreprises sur une même opération. Donc, c'est une déclinaison des opérations de prospection sur mesure que nous réalisons. Il y a des opérations type vendre à un grand compte. Donc, par exemple, là, c'est un acteur dans le domaine de la santé, par exemple aux États-Unis, qui nous sollicite, qui cherche des entreprises françaises, qui nous démarchent. Et les entreprises françaises avec qui on est en contact candidatent, et si ça match et qu'il y a un rendez-vous, on vous met en relation avec ce grand compte, et vous poursuivez ensuite par vous-même la négociation commerciale. On peut vous suivre, on peut vous accompagner, on peut fournir des interprètes. Ça dépend vraiment des histoires de confidentialité, de la volonté de l'entreprise après de savoir jusqu'où elle souhaite que nous poussions notre accompagnement. Donc ensuite, après, il y a des solutions de communication. Donc, c'est tout ce qui est relations presse à l'international. Ça passe souvent par des influenceurs à l'étranger. Dans beaucoup de domaines, ça fonctionne comme ça. Je fais référence, par exemple, à l'agroalimentaire, avec beaucoup de démonstrations culinaires, etc. Donc, souvent, les entreprises nous sollicitent pour identifier des influenceurs et mettre en place ces opérations de communication. Et enfin, pour donner un exemple sur les accélérations marché, vous avez les VIE. Les VIE, je ne sais pas si vous savez ce que c'est aujourd'hui. En fait, c'est une formule flexible qui vous permet de confier des missions de 6 à 24 mois à des jeunes professionnels de 18 à 28 ans. Alors, ça peut être des missions de prospection, d'animation, de formation des équipes, de contrôle qualité. Ça peut être, vous avez une filiale à l'étranger, vous venez d'ouvrir un bureau et vous avez besoin de quelqu'un sur place. L'intérêt, c'est que vous avez une sélection rigoureuse des profils, où il y a un vivier de talents via une plateforme, un statut privilégié vous exonérant des charges sociales en France, une gestion simplifiée, étant donné que c'est Business France qui gère tout ce qui est aspect administratif et juridique, et pour information, la possibilité de partager aussi ce VIE avec une autre entreprise, pour les entreprises pour qui le coût serait encore trop important. Donc voilà, là, le but, c'était juste de vous présenter un petit peu les différents types de produits qu'on est à même de pousser. Je vais vous faire maintenant un focus sur la partie financière, parce que se préparer à l'international, c'est aussi se débrouiller pour trouver du BFR, de la trésorerie pour se développer à l'international. Donc, dans le slide suivant, c'est juste pour vous représenter le financement, qui est aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, est l'un des piliers du plan de relance. Alors, je vais revenir très rapidement, mais voilà, il est composé de 5 points: l'intelligence, la veille sur les marchés. Alors, vous voyez d'ailleurs le lien Team France Export. Sur cette plateforme, en fait, vous avez accès à des infos marchés ou exportés. Donc, c'est super intéressant pour vous d'aller regarder dans le secteur de la santé quelles sont les opérations qui se font au Royaume-Uni, qu'est-ce qui se fait en Espagne, où je dois exporter, quels sont les pays porteurs.
Le parcours export, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est tout ce qui est structuration, prospection, mission collective. La mobilisation de la jeunesse, je viens de vous parler du VIE, et le financement, où on va rentrer dans le détail. Alors, c'est assez vaste, hein, c'est des aides, c'est des subventions, c'est des prêts bancaires. Et l'image, c'est tout ce qui est communication. Alors, c'est le fait qu'on communique sur Team France Export, sur cette bannière France, et sur toutes les marques sectorielles qui en découlent. Donc, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet des aides, les différentes aides à mobiliser. Je suis désolé, je ne vois pas exactement sur quel slide vous êtes, mais le but, c'est qu'on s'attache un petit peu à détailler le dispositif du chèque relance export. Maëve, est-ce que… Alors, en fait, le chèque relance export, c'est dans le cadre du plan de relance export. Il y a une dotation qui a été octroyée et qui en fait, elle n'est plus ni moins qu'une aide publique nationale destinée aux PME et aux ETI françaises. Alors, qu'est-ce que c'est que ces chèques relance export? C'est des subventions. C'est la prise en charge de 50% de toutes vos dépenses éligibles d'une prestation d'accompagnement à l'international, soit type préparation ou prospection, que vous pourrez retrouver sur le catalogue France, sur le programme France Export. Donc, grosso modo, c'est par exemple tous les salons pavillon France qu'il peut y avoir dans le monde dans la santé. S'il y a un pavillon France que vous avez identifié, sur lequel vous allez déjà, ou sur lequel vous seriez intéressé de vous positionner, vous pourriez avoir 2 500 € de subvention pour la participation sur un salon. Vous pouvez avoir également un chèque de 2 000 € qui, là, est valable sur une prestation d'accompagnement individuel. Qu'est-ce que ça veut dire, accompagnement individuel? C'est le fait de passer par la Team France Export pour de l'audit, pour un diagnostic export, pour une priorisation de marché, pour une prestation de communication. Donc, pareil, vous pouvez obtenir 2 000 € de subvention sur ce genre de prestation. Et 1 500 € pour des prestations d'accompagnement collectif. Donc là, c'est les rencontres B2B dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, qui reviennent à des missions de prospection. Voilà, je vous avais juste distingué qu'il y avait des missions qui se faisaient en collectif et autres en individuel. Alors, de combien de chèques relance export aujourd'hui les entreprises peuvent bénéficier? Elles peuvent bénéficier de 4 chèques relance export sur l'une des trois prestations que je vous ai listées, ainsi que de 2 nouveaux chèques relance export qui apparaissent depuis peu, l'un vous permettant de financer des traductions de vos documents et l'autre vous permettant de financer une partie de la formation de vos salariés, des formations type export. Donc, c'est super intéressant. Ça fait 1 an qu'elles ont été mises en place. Il y a de nombreux chèques qui ont déjà été activés. C'est poursuivi pour l'instant sur fin 2021-2022. On n'a pas les dates définitives, mais ça va être un petit peu premier arrivé, premier servi. Donc, je vous invite à regarder ça en détail. Si vous faites des salons, si vous voulez faire des missions de prospection, c'est vraiment un bon effet de levier qui réduit de manière importante le coût final de ces prestations. Dans le slide suivant, c'est juste pour vous dire qu'il y a aussi un chèque relance export qui est disponible sur les VIE quand vous recrutez des jeunes talents. Chèque relance export qui a été porté à 10 000 €. Donc, c'est intéressant dans la prise en charge d'un salaire. Donc, comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'avoir un vivier de gens très bien formés, type souvent Bac+3, donc d'être exonéré de charges et en plus de bénéficier de 10 000 € de subvention. Alors, c'est valable pour toute nouvelle mission de 12 mois que vous pourriez être amené à lui donner. Tout prolongement de mission de VIE que vous avez déjà et pour toutes les entreprises qui sont agréées au VIE. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir mettre en place un VIE, de toute façon, il va falloir passer par un agrément. Le slide suivant, c'est pour vous donner dans les grandes lignes seulement, parce qu'on n'a pas le temps de tout détailler, mais quelles sont aujourd'hui les entreprises bénéficiaires? Qui sont les entreprises qui peuvent en bénéficier? Alors honnêtement, c'est quasiment 90% des entreprises. Donc, c'est des PME, des ETI. Alors, il y a quelques critères. Pour une PME, il faut avoir un effectif inférieur à 250 salariés, un CA inférieur à 50 millions d'euros ou un total du bilan qui n'excède pas 43 millions d'euros. Et pour les ETI, c'est entre 250 et 5 000 salariés et un total du bilan annuel qui n'excède pas 2 000 millions d'euros. Alors, il y a certains critères qui font qu'une entreprise n'est pas éligible. Alors, on peut en discuter. Les critères ne sont pas totalement figés.
Mais ce qu'on regarde, en fait, c'est est-ce que l'entreprise va être détenue, est-ce que l'entreprise est détenue par une entreprise française ou étrangère et à quel pourcentage? Parce que toutes ces aides et subventions ont quand même pour vocation d'aider les entreprises françaises. Donc, il y a une attention particulière qui est accordée à cela. Slide suivant, c'est un document qui vous présente un petit peu on l'a évoqué, la BPI, tout ce que propose aujourd'hui la BPI. La BPI, pour ceux qui ne savent pas qui c'est la Banque publique d'investissement, et donc elle finance les entreprises, soit en crédit, en garantie, en fonds propres, en innovation ou bien sur l'export, ce qui nous concerne aujourd'hui. Sur l'export, elle a différents produits. Aujourd'hui, nous allons aborder les principaux. L'APA, l'AP et le prêt croissance. Alors, sur le slide suivant, vous avez l'assurance prospection, qui est l'AP, et le prêt croissance international. Alors, l'AP, aujourd'hui, l'assurance prospection a été complétée de l'APA, l'assurance prospection accompagnement. Alors, les deux ont pour but de vous couvrir du risque d'échec commercial à l'étranger. C'est un premier point. Et de financer en partie vos dépenses de prospection, qui va être le point qui va vous intéresser. Sur l'APA, c'est plutôt un dispositif fléché sur du primo-exportateur, une entreprise qui a commencé à trouver son marché sur le marché national et qui commence à se développer sur l'international. C'est pour des budgets qui vont entre 10 000 et 40 000 euros. L'AP est plutôt pour des plus gros budgets, donc pour des entreprises qui font souvent déjà 2, 3, 4 millions d'euros et qui ont déjà trouvé un marché à l'international, qui ont une stratégie de développement international déjà claire, identifiée, ils vont déjà sur des salons, ils sont déjà présents, ils ont déjà des importateurs, des distributeurs. Et donc là, c'est un autre type de dossier sur l'AP. La différence, c'est en fait le type de prise en charge que vous allez demander en termes de montant. Alors, j'ai envie de dire, c'est le dispositif qu'il faut utiliser aujourd'hui. L'échec relance export parce que c'est des subventions sur des salons d'émissions de prospection et l'assurance prospection BPI parce qu'aujourd'hui, elle va vous permettre de financer une grosse partie de vos dépenses. Elle prend en charge 65% de vos dépenses à l'international. Donc, je vous donne un exemple. Alors, au niveau des dépenses, c'est vos frais de voyage parce que ça a pour but de vous pousser à vous déplacer à l'international. C'est le fait de participer à des salons. C'est le fait de recruter et de renforcer votre service export. C'est le fait de créer une filiale, de faire une étude de marché. Grosso modo, une palette de dépenses vont pouvoir être intégrées lors du dépôt de ce dossier. Et toutes ces dépenses vont vous être financées à 65%. Donc, ça veut dire que sur 100 000 euros de dépenses, vous allez récupérer 65 000 euros. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ce dispositif, de fait, réduit votre risque d'échec, votre risque commercial qui, du coup, n'est plus que du delta, des 35%. Donc, ça change la donne sur le fait de se dire, je vais faire un salon qui va me coûter 10 000 euros ou de ne pas le faire quand vous avez 65% de prise en charge. Comment ça se passe, en fait? On vous avance avec ce dispositif, on va vous dire, OK, on vous prête de l'argent, on s'engage à hauteur de tel montant. Au démarrage, on va vous donner une avance de trésorerie. Donc, en plus, on vous verse de l'argent pour engager vos dépenses. Et ensuite, ça sera en fin de première année ou de deuxième année où vous allez avoir le delta, la différence. Et donc là, il y a une période de prospection. On vous prête de l'argent pour aller à l'international. Il y a une période de franchise où vous allez vous développer, où on regarde ce qui se passe. Et ensuite, une période de remboursement. Alors, le remboursement, comment ça se passe? Le remboursement se passe en fonction, est-ce que c'est un échec commercial ou est-ce que c'est un succès commercial? Ça va dépendre du développement du chiffre d'affaires de votre zone. Si c'est une zone sur laquelle vous faisiez zéro, plusieurs années plus tard, c'est un échec. Vous faites toujours zéro, vous ne serez uniquement obligé de rembourser que 30%. Le delta restera comme une subvention. Si vous avez fait beaucoup de chiffre d'affaires, et je vous le souhaite, vous allez être amené à rembourser l'argent qu'on vous a avancé. C'est à hauteur de 10% du chiffre d'affaires que vous générez. Et si c'est un entre-deux, ce qui est souvent le cas, vous allez rembourser un petit peu et le reste se transforme en subvention. Donc, de toute façon, c'est super intéressant parce que dans le pire des cas, c'est une avance de trésorerie, mais il n'y a pas de taux d'intérêt. Dans le cas où vous développez, je vous le souhaite, maintenant, l'international, on sait que c'est souvent long, coûteux, compliqué, et on se rend compte que sur ces dossiers, les entreprises, une fois sur deux, n'atteignent pas les chiffres qu'ils ont espérés. Et en tout cas, grâce à cette aide et cette subvention, ça leur a permis de se développer. L'autre produit sur lequel je voulais qu'on mette un petit peu l'accent, c'est le prêt croissance. Alors là, on est vraiment sur un prêt. Autant sur l'assurance prospection, c'était une avance remboursable qui revenait à une subvention au final. Autant là, on est clairement sur un système de prêt. Mais un prêt à des conditions super intéressantes. Alors, il va de 30 000 euros à 5 millions d'euros. Alors, un peu comme de manière classique, quand vous allez avoir un banquier, on va vous prêter à hauteur de vos fonds propres, de vos capitaux propres.
Il peut financer vos dépenses au sens large, tout ce qui est corporel, incorporel, croissance externe, recrutement et VIE, par exemple. Souvent sur une durée de 7 ans, les intérêts sont qu'il y a un différé d'amortissement qui n'est pas négligeable de 2 ans et qu'il n'y a pas de garantie. Donc, ça peut être également un dispositif intéressant pour vous si vous avez besoin de vous financer pour vous staffer ou pour mettre en place des actions de prospection à l'international. Donc voilà, j'ai été très rapide, mais je reste à votre disposition, bien entendu, pour parler de toutes ces aides. Le slide suivant, c'était juste pour vous laisser mes coordonnées si vous souhaitez qu'on nous fassions un point individuel ou qu'on rentre un peu dans le détail d'éventuels montages de dossiers de financement. Donc, vous avez mon adresse Internet et mes numéros de téléphone. Et enfin, un dernier slide. On a parlé de la Team France Export. La Team France Export, donc, comme vous l'avez compris, c'est une équipe, mais c'est également une plateforme digitale qui vous propose en fait un concentré du savoir-faire des acteurs publics et des partenaires que je vous ai cités. Donc, vous allez sur la plateforme Team France Export. Via cette plateforme, d'ailleurs, les conseillers internationaux sont contactables. Voilà, c'est Isabelle, je crois qu'il l'a évoqué, vous n'êtes pas tous d'Île-de-France. Donc, si vous revenez vers nous et que vous souhaitez qu'on identifie la bonne personne, même si ce n'est pas une personne de chez nous en Île-de-France, on renverra vers le bon conseiller ou vous pouvez passer par cette plateforme. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez y trouver sur cette plateforme? Alors, c'est une mine d'informations, c'est une mine de tutoriels, c'est un outil à votre disposition qui vous permet d'identifier vos marchés potentiels. C'est-à-dire que vous allez trouver un maximum d'infos pays. Vous allez y trouver beaucoup d'opportunités d'affaires dans la santé. Donc ça, c'est des opportunités d'affaires gratuites. Vous allez y trouver un agenda export avec toutes nos opérations santé et par pays. Donc, en allant dans le secteur d'activité santé, vous allez trouver sur chaque pays quels sont tous les salons pavillon France sur lesquels vous pouvez participer et quelles sont toutes les missions de prospection que nous poussons et pour rencontrer quel type d'acteurs et sur quel pays. Et vous allez bien entendu y trouver toutes les solutions sur les financements existants, dont par exemple celles qu'on a évoquées ensemble. Voilà, j'ai été très rapide, je le sais, mais voilà, le temps étant court, on a essayé de faire un condensé. Donc, écoutez-moi, Isabelle, restons à votre disposition pour toute demande d'information. N'hésitez pas à passer par Maëve, qui pourra relayer nos supports de présentation si vous le souhaitez. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Frédéric. Alors, donc, on va passer au petit moment questions-réponses. Donc, on a une question de Gabriel de Aging Pulse dans le chat. Est-ce qu'il y a une aide pour traduire les écrans d'une application mobile? Donc ça, je pense que c'est plus à destination de Frédéric. Oui, alors les aides, c'est pour la traduction. Donc, si c'est disons que voilà, l'utilisation de la traduction, on se doute qu'elle peut avoir différentes utilisations. Ça peut être sur des logiciels qui sont en plusieurs langues où il faut les traduire. Ça peut être de la traduction de plaquettes commerciales. Oui, normalement, c'est éligible. Je ne pense pas me tromper, mais voilà, dès lors qu'on présente un document à traduire, que ce soit sur un support logiciel ou autre, oui, c'est éligible. Après, c'est plutôt sur les montants. C'est-à-dire qu'il y a un plafond de montant au-delà duquel ça ne sera pas pris en charge. Mais sur le fait de pouvoir financer ça, oui. Parfait, merci. Est-ce que certains d'entre vous auraient d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole ou remarques à faire remonter à nos intervenants. Sachant que dans tous les cas, voilà, nous allons vous envoyer par mail les différentes présentations, le lien du replay et bien sûr les coordonnées. Alors, je vois que quelqu'un lève la main. Bozor, Mariella, n'hésitez pas à activer votre micro si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Je voulais savoir justement par rapport aux Outre-mer, est-ce que tout ce qui a été dit et le plan de relance export et les autres thèmes qui ont été développés durant cette présentation, est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce que tout est aussi valable pour les Outre-mer? Voilà, c'était ça ma question. Voilà, c'était simplement ça. Alors écoutez, c'est une bonne question. Je pense que oui. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de distinction qui soit faite par rapport au DOM-TOM. C'est un plan de relance D'accord. national et je pense que oui, mais ça sera à revalider. Vous me posez une bonne question. Très bien. Puisque c'est vrai que parfois, il y a des
Bon, on sait déjà par rapport à la TVA et autres, enfin, les taxes inclus par rapport aux Outre-mer. Et c'est vrai que ce plan relance export est très intéressant dans ce cas, mais voilà, c'était juste pour avoir plus de précision sur les Outre-mer. Bah, je peux vérifier, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je D'accord. transmettrai l'information à Maëv. Et du coup, bah, du même coup, je lui donnerai un interlocuteur vers qui vous pourrez revenir si besoin. Très bien, merci place. beaucoup. Merci. Je vous en prie. Et alors, moi, je peux peut-être aussi répondre parce que le réseau Enterprise Europe Network couvre bien évidemment les Outre-mer. Tom. Ah, très bien, d'accord, merci. Je vous en prie. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une remarque? Et sinon, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé et merci à nos intervenants d'avoir pris la parole et de nous avoir expliqué vraiment en détail comment se passe la silver economy dans vos pays ou comment se faire aider pour se développer. Donc, les membres de Silver Valley, n'hésitez pas si vous voulez qu'on reprenne le temps pour en parler, qu'on vous guide vers le bon interlocuteur. On est là pour ça. Et puis, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, on se dit à demain pour la deuxième journée de notre Silver Week, avec notamment la matinale autour du lobbying et de l'influence. Et puis, demain après-midi, on se retrouvera dans les locaux de la CNAV pour les speed meetings et l'afterwork. Merci à tous. Bonne soirée et à bientôt.